Mesdames, Messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Vous le savez, le ministre de la Justice, Constant Moutomba, de la République démocratique du Congo, a pris toute une série de mesures dans les buts de voir les choses être réorganisées sur l'ensemble du territoire national. Il sera question d'analyser la faisabilité de son vœu sur le terrain, remise et reprise à l'exécutif provincial dans le Haut-Katanga. Il sera question d'analyser également les attentes ou les priorités sur lesquelles le gouverneur Jacques Yabula doit à tout prix marteler. Pour parler de toutes ces thématiques, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Fanuel Nsenga. Il est analyste politique, membre de l'Union Sacrée, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian, bonjour ainsi qu'à votre collègue journaliste, bonjour aussi à vos téléspectateurs. Très heureux de se retrouver encore une fois sur ce plateau de HK6. Merci bien. Émile Mouyaya avec moi sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, nous disons également bonjour et bienvenue ici chez nous à Monsieur et à Fanuel Nsenga. Merci beaucoup. Alors comment se porte l'Union Sacrée de nos jours, d'entrée des Jeux? Bon, écoutez, l'Union Sacrée se porte à merveille parce que l'Union Sacrée est aux commandes et en train de poser les jalons à tous les niveaux. Vous aviez suivi dernièrement l'installation du gouvernement central avec à la tête Madame Judith Souminois et les choses sont en train de se répercuter au niveau de la province. Le chef de l'État a eu à recevoir les gouverneurs élus comme pour dire, leur donner le go de commencer aussi dans leur province. Des orientations aussi. Ah oui, justement, et les orientations et les instructions aussi, que chacun, dans son fief, il commence le travail. Donc, l'Union Sacrée, jusqu'ici, tout va bien. L'Union Sacrée se porte bien, selon vous, alors que nous avons vu une unité du gouvernement Toulouka jeter l'éponge. Est-ce que ce n'est pas un signal fort? Oui, bon, ça ne signifie pas que c'est la faiblesse ou le problème de l'Union Sacrée, justement, parce que au départ, nous n'étions pas habitués à voir un ministre démissionner. Aujourd'hui, c'était pas par contrainte. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que les Congolais sont en train d'être surpris de voir quand même quelqu'un qui est ministre quitter ses fonctions. Il vous souviendra qu'on a eu les gens à qui même on demandait de démissionner, mais ils refusaient, même s'ils étaient conscients que ça n'allait pas. Je crois que la dame qui a décidé de démissionner n'a pas donné de raisons. Nous nous en tenons à ce qu'elle a dit elle-même dans sa lettre de démission. Elle a bien dit clairement que c'est pour des convenances personnelles. Je crois que si nous nous lançons à dire ce qu'elle n'a pas dit, nous allons verser dans des spéculations. Alors, nous ne pouvons pas être dans des spéculations parce que nous parlons au peuple congolais. Nous allons nous en tenir à ce qu'elle-même a eu à déclarer. Ça n'entache pas l'Union Sacrée. Est-ce qu'à l'interne, il n'y a pas eu de petits soucis et qui auraient poussé à cette dernière à démissionner? Bon, est-ce qu'à l'interne, il y a eu des petits soucis? Je ne sais pas, nous ne pouvons pas le dire. Je le disais tantôt, parce que si nous le disons, nous allons tomber dans des spéculations, je répète. Donc ici, elle a dit que c'est pour des convenances personnelles. Qui sait s'il s'est senti un tout petit peu affaibli par une maladie, elle s'est dit je ne tiendrai pas parce que vous souviendra que Madame Stéphanie Mbombo n'est pas moindre. Elle a eu déjà à occuper de hautes fonctions dans ce pays, notamment aux côtés du chef de l'État. Elle a eu à faire déjà l'économie du climat à travers le continent. Donc elle n'est pas moindre, ce n'est pas n'importe quelle dame. Donc si elle quitte, peut-être elle a trouvé mieux de quitter que de préserver sa santé, qui sait. Donc nous ne pouvons pas plonger dans des raisons qu'elle n'a pas elle-même avancées. Nous risquons de rester encore une fois dans des spéculations. Alors Monsieur Fanuel, parce que vous le dites, l'Union Sacrée se porte très très bien, vous en êtes fier. Est-ce que le Congo l'est aussi? Est-ce que les Congolais se portent bien? Je crois que c'est facultatif. C'est facultatif, tout simplement parce qu'il y en a qui peuvent dire que ça va, d'autres peuvent dire que ça ne va pas. Mais néanmoins, les Congolais attendent beaucoup
attendent beaucoup de ce gouvernement ou de ce quinquennat, de ce deuxième quinquennat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui-même en est conscient et tout le gouvernement en est également conscient. Nous tous, membres de l'Union Sacrée, nous en sommes conscients. Les Congolais attendent beaucoup. Je dirais même, ils ont placé la barre très haut du fait qu'ils ont beaucoup alors des préoccupations. Écoutez, notre pays est un pays à grand défi. C'est un pays à grand défi. Lorsqu'on vous donne un poste de responsabilité, vous ne devrez pas perdre de vue qu'on vous attend beaucoup. Donc ici, nous ne pouvons pas dire que les Congolais vont bien ou mal. Nous pouvons plutôt dire que les Congolais attendent impatiemment. Quand on est du côté de l'Union Sacrée, tout va bien. Non, je vous dis tantôt que les Congolais attendent impatiemment. Donc les Congolais attendent impatiemment. On ne dira pas qu'ils vont bien. Parce que d'abord, dire on va bien, ça dépend. Même nous trois, comme nous sommes ici, on peut nous poser la même question. Vous pouvez dire ça va, lui dira ça ne va pas. Moi je dirais. Mais ça ne devrait pas être facultatif. On essaye de jauger les niveaux de la nation par rapport à la classe moyenne. Ça sera toujours facultatif. Dans tous les pays du monde, même les pays les plus riches du monde, il y a toujours cette possibilité-là que les uns disent ça va et que les autres disent ça ne va pas. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait quand même la majorité qui dit ça va. Voilà au moins ce que nous cherchons. En tant qu'Union Sacrée, nous voulons que la plupart des Congolais disent que ça va. Il y en a qui ne diront jamais que ça va, même si ça va pour eux. Il y en a qui ne diront jamais. Déjà bon, ils n'ont pas les intentions ils sont là. Ils sont une catégorie de personnes. Bon, non, écoutez, ils sont là qui voient tout en noir. Oui, nous les connaissons. Ils sont là qui voient tout en noir, notamment les opposants ou les détracteurs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eux, ils voient tout en noir. Ils ne peuvent pas dire que ça va, même s'ils mangent à leur faim, ils ne diront pas ça va. Mais ce que nous savons, nous sommes conscients que les Congolais ont besoin de voir des actions concrètes pour répondre justement à leurs attentes. Et nous y sommes. Je crois que ce quinquennat sera un quinquennat tout autre. Alors, je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, on les voit prendre toute une série de décisions afin d'assainir son secteur. Est-ce de l'ambition ou simplement du populisme? Ah non, on ne peut pas appeler ça populisme parce qu'il vient à peine de commencer. Il commence à cette allure-là que tout le monde juge un tout petit peu très accéléré. Écoutez, nous pouvons lui concéder cette façon de commencer les choses, de battre le bâton quand il est encore chaud. Je crois qu'on lui donne toutes ses chances. Il ne faudrait pas qu'on place la charrue avant le bœuf. Il faut qu'on lui donne toutes les chances, y compris pour lui qu'il garde cette constance. C'est-à-dire le rythme avec lequel il vient de commencer doit être maintenu jusqu'à la fin de son mandat. Pour que les gens sentent. Vous savez que même le chef de l'État lui-même n'a jamais été d'accord avec la manière dont notre justice fonctionne. Je crois que c'est ça qui l'a poussé à accepter qu'un opposant, il faut le rappeler, accepter qu'un opposant prenne justement ce ministère-là pour essayer de redynamiser la justice, de redonner la confiance à la population. C'est-à-dire pour que cette justice puisse redonner la confiance à la population qui elle est toujours dubitative. Donc ici, nous ne pouvons pas dire que c'est de la farce, c'est du populisme. Non, il s'agit de quelqu'un qui a voulu commencer avec cette vitesse-là. Souhaitons qu'il continue sur la même lancée et que ça puisse impacter justement la vie nationale. Alors, la justice élève une nation. Vous en parlez, la justice élève une nation. Je voudrais aussi commencer par le commencement. Oui. D'après vous, Constant Mutamba, c'est un opposant, comme vous venez de le dire, bien sûr, mais quels sont les éléments, d'après vous, qui auraient concouru à ce qu'il puisse se retrouver au niveau du gouvernement Soumino? Bon, écoutez, il y a parfois certains critères, d'abord scientifiques, et aussi quels sont les éléments qui ont concouru pour qu'il se retrouve. Bon, je crois que ce sont d'abord ses connexions politiques, et aussi ça peut être le choix
le choix de Madame la Première ministre ou le choix du chef de l'État, parce qu'il a aussi le droit de proposer tel ou tel autre au sein du gouvernement. Donc ça peut être ce soir-là, on s'est dit, ok, nous avons quand même un expert de la justice et qui est bien sûr opposant, mais qui était quand même à la hauteur de rivaliser les candidats président de la République, parce qu'il était aussi candidat président de la République. On voit sa personnalité, on voit son poids politique. On s'est dit quand même, quelqu'un qui ose à ce niveau-là, il peut avoir beaucoup à donner. Moi, je pense que c'est tout ça, hein. C'est tout ça, même son parcours politique, et puis aussi sa carrière en tant qu'avocat, et tout ça, ça pouvait toujours amener le président de la République à aller vers lui. Maintenant, tout ça, ça nous fait comprendre aussi que pour le président de la République, il ne s'agit pas seulement de chercher les perles rares au sein de l'Union sacrée. S'il trouve que cette perle-là est dans l'opposition, il tend la main, même à l'opposition. Il est là pour lui. Tous les Congolais qui méritent peuvent être où ils peuvent être, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. On peut comprendre que c'est une façon de mettre l'opposant devant un fait accompli pour dire, hier tu critiquais, voilà, tu es à la gestion, relève maintenant les défis. Non, je crois que ça doit être le raisonnement de l'opposant lui-même. Ça ne peut pas être dans les chefs de l'État ou du gouvernement. Ça doit être l'opposant lui-même qui s'est dit, attention, hier, j'étais sceptique, j'étais critique. Maintenant, aujourd'hui, je suis moi-même aux commandes, je dois prouver. Je crois que ça doit venir de lui. Je ne pense pas que c'était dans la tête du chef de l'État ou de Madame la Première ministre pour dire, écoutez, on va maintenant le mettre devant un fait accompli. Parce qu'actuellement, il n'est plus opposant. Bon, aujourd'hui, il est appelé maintenant à défendre d'abord son poste et aussi à défendre le gouvernement et le régime. Parce que sur le bilan de ce régime-là, de ce régime, il va faire partie des gens qui doivent répondre à ce bilan-là. Bref, il peut être de l'opposition, mais il a un bilan à défendre, le bilan de Félix Tshisekedi. Alors, vous pouvez à ce moment ici, au regard de ce que Christian venait de parler, hein, on va en parler d'ailleurs de fond à comble, est-ce que Constant Mutamba aujourd'hui, c'est un choix de la raison, jusque-là, au regard de ses ambitions, jusqu'au maintenant? Oui, je crois que... Tout en connaissant qu'il était kabyliste, et puis son cheminement politique, nous le connaissons, bon, est-ce qu'il est choix de la raison? Je peux dire oui, parce qu'avoir déjà la manière dont il vient de commencer, il a reçu monsieur l'inspecteur général de l'inspection générale des finances, monsieur Alinguete. Il lui a demandé déjà une historique par rapport à certains dossiers. Donc allez-y déjà comprendre qu'il se lance dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il veut à tout prix que de ce côté-là qu'il y ait une réussite, et madame n'a pas donné le budget de plus de 90 milliards en 5 ans pour rien, parce qu'il sait quelque part qu'il y a quelqu'un aussi au sein de la justice qui va nous aider à boucher les trous de coulage des recettes. Alors, de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État est pioché à l'extérieur de l'Union sacrée, est-ce que vous vous sentez frustré? Non, on ne peut pas se sentir frustré. D'abord, c'est le choix du chef. Et puis des deux, tous les Congolais sont bons pour être partout. Tous les Congolais sont bons. Je crois que c'est lui qui va se sentir frustré. Je ne sais pas comment on va les qualifier. Parce que lorsque le chef décide de faire les choix au sein de l'opposition pour un poste qu'on peut considérer de minime par rapport à tout ce que nous avons, écoutez, je crois que avoir mal... à la tête, c'est être méchant, tout simplement. Au niveau de l'Union sacrée, on ne peut pas être frustré parce qu'il y a un opposant qui a occupé telle ou telle autre fonction. Nous, surtout, au sein, à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous savons que ce n'est pas la première expérience. Il vous souviendra que déjà au début du pouvoir, le chef de l'État a eu à cohabiter avec les opposants. Donc, partager le pouvoir, ce n'est pas un tabou chez nous, c'est possible, et nous avons besoin tout simplement qu'il y ait des Congolais qui aident le chef de l'État à réussir, d'où qu'ils viennent.
Alors, ici, nous allons entrer en détail par rapport aux diverses mesures prises par Constant Mutamba, ministre de la Justice, notamment la lutte contre des pratiques déviantes chez l'ensemble de la République. Déjà à Kinshasa, une séance de sensibilisation avec les policiers a été observée pour le respect également des droits de l'homme, des tapages nocturnes et même diurnes, les aspects n'étant pas en ordre avec l'État congolais, ont un moratoire des mois pour s'acquitter. Plusieurs secteurs au même moment. Ne devrait-il pas y aller mollo comme on le dit? Bon, je crois qu'il a eu à tout étudier. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, il ne travaille pas seul. Il a tout un cabinet. Et en dehors de son cabinet, il a des représentations au niveau des provinces. Et non seulement au niveau des provinces, je peux même dire au niveau local. Parce que le ministre de la Justice est représenté même dans des villages. Donc il a, je crois, ces tentacules-là pour atteindre tous les pays. Mais il vient à peine d'arriver. Il vient à peine d'arriver, mais il n'est pas un parvenu de la justice. Donc il connaît ses rouages. Il connaît ses rouages. Moi, je lui accorde ce bénéfice de chance, parce qu'au moins, c'est quelqu'un qui vient quand même de ce secteur-là. Il connaît bien. Ça se passait surtout, lui était un peu opposé au magistrat, parce que lui n'est pas magistrat, c'était un avocat. Donc quelque part, il voyait de loin ce que le magistrat faisait. Alors, est-ce que prendre tout cela, c'est trop embrasser? Je dirais, c'est lui qui doit essayer de voir. Je crois, s'il se sert bien de son cabinet, qui du reste ne sera pas aussi seul, parce qu'il y a aussi des procureurs, le procureur général, qui a aussi toutes les branches jusqu'au niveau de la base. Je crois qu'il n'a pas beaucoup embrassé. Le problème, c'est que lorsqu'on est aussi devant beaucoup de problèmes à résoudre, il ne faut pas aussi y aller un à un. À un moment donné, il faut aussi les grouper. Il faut aussi les grouper pour faire les minimums. 5 ans, ça paraît beaucoup, mais en soi, lorsque vous avez beaucoup de problèmes à résoudre devant vous, vous allez comprendre que ce n'est pas beaucoup. Et je crois, il y a ce qui va se passer au niveau, par exemple, des annonces ou des avertissements, et on va tomber seulement sur les récalcitrants. Vous voyez? Donc lui, il vous lance, il vous dit, par exemple, dans 1 mois, organisez-vous. C'est que dans ces 1 mois-là, déjà, on peut préparer les équipes qui vont essayer de chercher des récalcitrants. Donc, je crois que jusqu'ici, ce n'est pas compliqué. Voyons par exemple en ce qui concerne la déviance où, permettez-moi parce que c'est un terme qui entre tout petit peu dans mon domaine en tant que criminologue. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le crime et ce qu'on appelle la déviance. Le crime, c'est tout ce qui est condamné par la loi. Mais la déviance, c'est tout comportement, bien sûr, qui gêne au moins une personne, mais qui n'est pas répertorié par la loi comme une infraction. Mais ça gêne quand même. Alors, chez nous, depuis plusieurs années, nous vivons dans une situation telle que vous ne sentez pas l'existence de l'État. On commence à vivre comme dans une jungle, et nous avons fait longtemps comme ça. Et les gens ont pris goût de ça, qui commencent même à voir que c'est normal. Comment pouvez-vous imaginer, à Kinshasa, j'apprends que même ici, il y a ces endroits-là, c'est-à-dire vous allez dans un bar, et ce bar-là est réputé trouver des dames qui dansent nues. Donc les gens savent, quand vous allez dans ce bar-là, vous allez participer à des pas de danse comme ça, où la dame enlève tout et elle commence à danser moyennant l'argent. Bon, moi je ne prends pas la bière, je n'ai jamais été dans une boîte comme ça, mais on apprend que ça existe. J'apprends même qu'ici à Lubumbashi ça existe. Côté Njanja, des choses comme ça, qui auraient un endroit comme ça. Déjà nous alertons la police provinciale de s'enquérir de cette situation-là. Donc, vous voyez des choses comme ça.
Et il y a par exemple, même ici à Lubumbashi, si vous allez au-delà de 22h, actuellement c'est devenu même grave, c'est même avant 22h, vous allez trouver des dames à moitié nues sur les routes en train d'attendre de monsieur. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. C'est pas par manque d'autres occupations lucratives. Non, il n'est pas interdit qu'elle fasse ce travail qu'elle fait. Ah, c'est pas interdit. Non, okay. Il n'est pas interdit qu'elle travaille, mais qu'il le fasse de manière à ne pas gêner ceux qui ne sont pas concernés. Non, mais les hommes, ils vont pour être gênés. Oui, donc... non, les hommes qui vont là-bas, ils vont pour trouver satisfaction, ils ne vont pas pour être gênés. Mais là, ceux qui sont gênés sont les passants. À supposer que la dame est là, bien habillée, à des endroits que les hommes là qui vont là-bas savent que c'est ici que les dames se tiennent. Si elles se tiennent là, habillées correctement, les hommes viendront toujours les chercher. Ça ne demande pas qu'elles soient nues pour être cherchées par les hommes. Vous voyez un peu, c'est à ce niveau-là où il y a. Parce que la profession en soi, on peut la faire, même si, je ne sais pas, même si chez nous, ce n'est pas encore légalisé. Sous d'autres cieux, tout un travail. Oui, sous d'autres cieux, la loi autorise, qui est des professionnels de sexe, la loi autorise, mais même sous d'autres cieux, je ne pense pas que les dames se mettent nues sur la route. Non, je crois que c'est des choses comme ça, qui gênent un tout petit peu. Vous voyez par exemple un homme bien habillé en costume qui se tient sous un arbre au côté de la route pour se soulager, pendant que les jeunes filles passent et les enfants passent. Ouais, des choses comme ça. Qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une régulation du comportement de l'homme. Alors vous pensez qu'il va certainement y arriver, d'autant plus que, en tout cas, c'est presque un phénomène pour le moment dans toutes les grandes villes de la RDC, non seulement Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Et méthodiquement, comment vont-ils se prendre? Est-ce qu'il va y arriver? Je crois que tout est possible à celui qui croit, mais néanmoins, il aura du pain sur la planche. Il aura du travail parce que en pédagogie à l'école secondaire, un professeur nous avait enseigné que l'habitude est une seconde nature. Lorsque quelqu'un a déjà pris cette habitude-là, ça devient une nature pour lui. Et les Français disent, qui chasse les naturels, il revient au galop. Donc ce n'est pas facile pour quelqu'un dont le comportement est devenu presque une nature, de lui changer ce comportement-là. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Comment il va procéder? Je crois qu'il faut y aller d'abord par des sensibilisations. Vous voyez, c'est la bonne méthode. Multiplier. Il ne faut pas se fatiguer. Il va falloir qu'on lui donne suffisamment le moyen. Je ne sais pas quel est le budget qu'on va allouer au ministère de la Justice. Parce que tout ce qu'il a monté ici, ça demande suffisamment de moyens. Il faut suffisamment de sensibilisation. Il faut prendre même la presse à contribution. Il faut prendre même la presse à contribution. Et pas seulement la RTNC. Il faut prendre la contribution, même la presse privée. Et pas seulement la presse de Kinshasa. Parce que ce phénomène-là n'est pas vécu seulement à Kinshasa, c'est partout en République démocratique du Congo, surtout dans des grands centres. Donc, il faut passer par la sensibilisation à travers notamment les médias. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient aussi simple de joindre ou de rejoindre tout le monde. Et je crois qu'avec cette possibilité-là, alors, il peut faire quelque chose. Il s'avère qu'en RDC, c'est beaucoup plus un problème de système. Il est vrai, nous avons un nouvel homme qui semble être très fort à la tête de la justice, mais il fera face à un système qui a vécu depuis de nombreuses années. Comment déboulonner ça afin d'inculquer ses ambitions? Non, écoutez, tout passera toujours par deux choses. Un, la constance. Deux, la sensibilisation. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas baisser les bras. Le système déjà implanté pour le déboulonner, corruption, ce n'est pas, ça ne sera autres. pas facile. Ça ne sera pas facile parce que c'est déjà ancré dans la tête du Congolais. Et écoutez, si on veut changer des choses comme ça, il ne faut pas croire que ça peut se faire en un mois. Non. Ça doit être un travail permanent et ceux qui seront chargés de faire ce travail-là doivent être constants. Je dis bien constants pour permettre à ce que petit à petit que les gens comprennent que tout est possible, ça peut changer. Mais encore là, il y a des méthodes que moi peut-être
Je ne peux pas appuyer en tant que criminologue. Je ne peux pas appuyer ces méthodes-là. C'est quelle méthode déjà? C'est des méthodes de brutalité énormes. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, au début de son pouvoir, il dit qu'il n'a pas de cachot pour les voleurs. Il n'a pas de cachot pour les voleurs. Nous avons vu ici à Lubumbashi des voleurs de grands chemins être pendus. Et là, vous aurez sur votre dos le droit, les activistes des droits de l'homme. Ah bon, il en avait eu d'ailleurs. Mais néanmoins, lorsque il est allé par là, même le petit pickpocket du centre-ville avait d'abord arrêté. Il s'était dit, ah, tu peux piquer l'argent de quelqu'un dans la poche, on te prend, on te tue comme bébé Kassanda ou comme quelqu'un d'autre. Donc, on peut y aller aussi, non pas seulement par tuer, mais par des mesures contraignantes, un tout petit peu sévères, là encore. Du moins pour les récidivistes. Pour les récidivistes. Bon, il y a des gens dans leur nature, lorsqu'on l'avertit, ils changent. Ils arrêtent carrément. Il y en a aussi, quels que soient les avertis, il faut une force, il faut une contrainte. Des gens comme ça, écoutez, il faut appliquer un tout petit peu des mesures aussi coercitives et des mesures un tout petit peu contraignantes et très très sévères. Regardez par exemple, il y a sous d'autres cieux, rien que l'excès de vitesse, pour l'excès de vitesse, vous pouvez faire 6 mois de prison. Excès de vitesse, vous avez roulé au-delà de la vitesse recommandée. On a dit ici c'est 40 à l'heure, toi tu vas voilà. À 60, pap, 6 mois de prison. Il y a par exemple, sous d'autres cieux, notamment en France, il y a ce qu'on appelle la faiblesse, non, la faillite, ou la faillite des parents. C'est-à-dire, quand on trouve un enfant de la rue, on prend cet enfant, on l'amène dans sa famille. L'État va prendre en charge cet enfant. Mais pendant ce temps que l'État prend en charge l'enfant, vous les parents, vous êtes en prison. Là, c'est des pays de vieille démocratie. Ce n'est pas impossible qu'on applique ça. Tout de suite, ce n'est pas précoce. Ce n'est pas impossible qu'on applique ça chez nous. Je crois que ce laxisme-là, cette tolérance-là exagérée, qui fait que le mal continue à s'empirer. Alors, le mal continue la construction d'une prison ou de prison des détourneurs de deniers publics, vous pensez que ça peut, d'une manière ou d'une autre, diminuer, n'est-ce pas, ces genres de pratiques tant décriées? On voit un ministre, par exemple, qui a détourné l'argent de l'État et puis on l'achemine en prison. Selon Constant Mutamba, ce sera un lieu presque touristique des enfants pour dire celui-là a détourné $1 qui était destiné pratiquement à tel travail. Oui, je crois que la prison, à mon avis, doit venir en dernière position. Ah bon? Oui, la prison doit venir en dernière position. Il faut commencer par mettre des mécanismes. Parce que le souci, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison. Même pour le ministre de la Justice, ce n'est pas qu'il a besoin que les gens aillent en prison. Il a plutôt besoin que les gens ne détournent pas. Vous voyez un peu? Donc, il ne faudrait pas que ça se présente comme si on avait plus besoin de voir les gens, les détourneurs... Le détourneur aller en prison. Tant qu'il y a beaucoup de détourneurs, et donc la prison sera disponible. Voilà. Moi, mon idée est de trouver un mécanisme pour réduire justement le nombre de détourneurs ou carrément juguler le détournement des deniers publics. Parce que l'objectif ne doit pas être d'envoyer les gens en prison, mais l'objectif doit être de les empêcher à détourner. Même quand on les envoie en prison, ce n'est pas pour le plaisir de les envoyer. C'est juste pour empêcher que les gens arrivent à détourner. Maintenant, lorsque on doit construire une prison, spécialement pour les détourneurs, je ne crois pas que c'est une mauvaise idée. Je ne pense pas que c'est une mauvaise idée. Je crois que si vous apprenez que votre oncle est dans cette prison-là, vous ne vous posez pas de questions. D'emblée, vous savez qu'il a eu à détourner. Et on ne sait pas, peut-être dans cette prison-là, il y aura des conditions spécifiques, des détentions différentes, des conditions des autres prisons. Mais pourquoi ça va être comme cela? Parce que nous savons que justement lorsque vous avez déjà détourné des choses des deniers publics, vous devez être
dans la prison comme aux mêmes conditions que tout le monde. Est-ce que ça ne sera pas encore une prison de luxe? Quelqu'un qui a détourné de deniers publics, mais il se retrouve dans de très bonnes conditions. Au point qu'il va même oublier qu'il est en prison. Écoutez, moi, j'ai toujours souhaité que toutes les prisons soient décentes. J'ai toujours souhaité qu'il y ait des conditions de détention soient très bonnes dans des prisons. Mais je me dis, est-ce que l'idée est de les mettre dans des conditions confortables que les autres? Si c'est là l'idée, ça ne sert à rien, à mon avis. Si c'est là l'idée, ça ne sert à rien. Mais si c'est l'idée de les isoler par rapport aux autres, afin qu'ils reçoivent, vous voyez, qu'ils reçoivent une rééducation par rapport au détournement. Parce que c'est des gens qui peuvent toujours revenir aux affaires. Il y en a, mais le nous plus avons connu. important, c'est de les arrêter ou bien c'est de récupérer le bien détourné. Parce que depuis le régime, depuis le premier mandat, on a fait beaucoup de procès, mais au travers desquels rien n'est retourné dans le trésor public. Mais je crois que la loi, il faut seulement qu'on dise le droit. La loi prévoit qu'on récupère même ce qui a été détourné. Mais pourquoi ça ne se fait toujours pas? Ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, c'est une entorse. Si ça ne se faisait pas, c'est une entorse. Voilà pourquoi nous avons besoin d'encourager son Excellence Constant Moutamba. Nous avons besoin de l'encourager. Nous voulons que tout ce qui ne s'appliquait pas à l'époque s'applique maintenant. Parce que le texte existe, mais souffre d'application. Il faut maintenant qu'on les applique. Alors, il y a la Senko qui encourage Constant Moutamba tout en lui prodiguant des conseils qu'il ne puisse pas céder aux diverses influences. Comment vous analysez ça? Je crois que la Senko était à un moment là un peu dur par rapport au régime, mais depuis que Constant est là, on constate que les climats deviennent sereins. Non, moi écoutez, je crois que l'objectif de la Senko n'est pas de nuire au pouvoir et ne doit pas être de nuire au pouvoir lorsqu'il y a quand même un régime qui montre un tout petit peu cette bonne foi de faire mieux. Je crois que la Senko a l'obligation de soutenir. La Senko a l'obligation de soutenir. Et même... Et de ne pas céder aux pressions. Ici, quand la Senko parle de pression, ce sont des pressions politiques. Bon, peut-être... bon, c'est l'une... des pressions, bien sûr, et ce n'est pas seulement la pression politique, il y en a beaucoup. Lorsque la Senko lui demande déjà de prendre cette position-là, je vous ai parlé tantôt là de la constance, il faut être constant. Lorsque la Senko l'encourage et lui demande déjà de se préparer psychologiquement, qu'il y aura des pressions et qu'il n'a pas droit de céder à ces pressions-là, je crois que c'est un message, c'est un conseil. Alors, je conseille, même à mon avis, je ferai la même chose. On pense qu'aujourd'hui, le ministre Constant Moutamba n'aura plus assez de marge, en tout cas pour pouvoir évoluer, d'autant plus qu'il n'a pas de mots d'ordre à donner directement aux magistrats et que dans leur faisabilité du travail, c'est très compliqué. Il y en a même qui pensent que la loi Sakata Minaku devrait être une bonne chose qui pouvait accompagner Moutamba dans ce qu'il est en train de faire. Parce que là, il est limité, dans quelle que soit sa bonne voie. Bon, écoutez, est-ce qu'il est limité? Bien sûr qu'il ne donne pas directement les mots d'ordre aux magistrats, mais néanmoins, il donne les mots d'ordre à les chefs. Il donne les mots d'ordre au procureur général. Et ça peut se répercuter jusqu'au magistrat. Je crois, si le procureur général voit que le ministre ne badine pas, lui aussi ne va pas badiner avec ses collaborateurs. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, il y a cette transitivité-là. Lui va passer par le procureur général et le procureur général voit ses collaborateurs et par conséquent, lui va recevoir des bons résultats. Alors, je crois que c'est ça. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, fasse du bon travail. Le ministre de la Justice peut demander la sanction des magistrats à travers son chef. Alors, et ça peut passer. Alors, bien compris, rendons-nous à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux consomment déjà leurs vacances parlementaires. Comment vous évaluez le travail qui a été abattu au cours de la session ordinaire de mars? Un travail de titan. Un travail de titan abattu dans un temps record. C'est le moins qu'on puisse dire. Il vous souviendra que la Cour constitutionnelle a eu à livrer ou publier les résultats définitifs pendant que la session de mars était déjà en cours. Et
il fallait qu'ils élaborent le règlement intérieur, il fallait en même temps qu'ils installent le bureau définitif, il fallait en même temps qu'ils investissent le gouvernement, et tout cela s'est fait. Tout cela se fait, et généralement la session de mars, c'est la session de contrôle budgétaire, et ils ont eu à se plonger dans les installations jusqu'à ce que c'est d'arrache-pied qu'ils ont investi le gouvernement, je crois à 2 h du matin, parce qu'il fallait à tout prix qu'ils terminent tout ça avant d'aller en vacances parlementaires, sinon le gouvernement souminois devrait être investi à la session de septembre, où il fallait une session extraordinaire qui du reste coûte très cher à l'État. Donc ils ont eu à faire dans un temps record tout ce qu'ils devraient faire. Quand ils vont rentrer en septembre, ils vont se concentrer sur la session budgétaire. Alors, et ils vont travailler pour donner les moyens au gouvernement. Pendant cette période, les électeurs attendent de voir leurs élus, et curieusement, ils s'observent dans la plupart des cas, plusieurs se rendre en Europe pour passer leur temps là-bas et attendre la session de septembre. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi? Non, je n'ai pas cette impression, mais s'il y en a qui ont fait ça, je regrette. Je ne suis pas d'avis avec eux. Nous, par exemple, chez nous, à notre mouvement politique, nos 2 députés élus de Lubumbashi sont revenus. Nous leur avons demandé de passer au minimum 100 jours à Lubumbashi. Nous avons l'un de Lubumbashi. C'est vous qui leur avez demandé. Donc, ils avaient l'obligation de rentrer. Non, d'abord c'est le règlement intérieur. Donc au départ, ils ont ça. Tout député a ça. Pourquoi rappeler? Parce que c'est le règlement intérieur. Pourquoi demander à vos élus de regarder? Nous aussi, nous avons dit, écoutez, vous avez cette obligation-là que vous donne la loi et aussi le règlement intérieur. Nous vous demandons la même chose. Faites un effort. Ne suivez pas les autres. Soyez là. Minimum 100 jours. Il y a l'un d'ici, de Lubumbashi, l'autre est de Kipushi. De quels honorables parlez-vous déjà? Nous avons à Lubumbashi l'honorable Donatien Mouloko Kamwanga, élu de Lubumbashi. Nous avons à Kipushi l'honorable John Bonda, qui est aussi élu de Kipushi. Tous les 2 sont déjà dans le Haut-Katanga, parce qu'ils doivent être dans le Haut-Katanga, chacun dans son fief électoral ou dans sa circonscription électorale, pour se rendre compte des réalités de la vie sociale de la population. S'il y en a, pendant les vacances parlementaires comme ça, ils choisissent d'aller ailleurs, je crois que ce n'est pas une bonne option. Ils doivent se rattraper, parce que ce n'est pas seulement au début des vacances parlementaires. Le règlement prévoit que vous puissiez faire au moins un tiers. Alors justement, parce ça que peut être au début ou à la fin de votre vacances parlementaires, mais au moins faites un tiers de votre vacances parlementaires avec votre base. Ils sont déjà là, je dirais même que cette partie, ça doit être une partie pédagogique. Oui. Comment est-ce qu'ils devront entrer en contact avec leur population, mais également du côté population? Comment la population qui se plaint à tout moment, qui ne sont pas en train de voir leur élu, une fois élus, ils sont partis, ne rentrent plus, même s'ils sont là, l'accès à ces élus devient pratiquement difficile. Comment alors ils vont cheminer avec la population pour cette fois-ci? Bon, comment ils vont cheminer? Je ne préfère pas qu'ils choisissent seulement des meetings. Je ne préfère pas qu'ils choisissent seulement des meetings, parce que lorsqu'il s'agit de meetings, les gens n'ont pas suffisamment le temps de s'exprimer, d'exprimer leurs desiderata. Moi, je pense que c'est mieux qu'ils prennent le temps d'entrer en contact, de recevoir. Normalement, ce n'est pas une période de tout repos, ça s'appelle vacances parlementaires, mais pour un député, ce n'est pas une période de tout repos, c'est une période où vous établissez un horaire, où vous recevez les doléances. Mais néanmoins, s'il vous plaît, chers Congolais aussi, il ne faut pas croire que les députés sont des richards, qu'ils ont l'argent à donner, à distribuer. Parce que la population peut parce que ces désidératas-là ne doivent pas être personnels ou individuels. Il faut y aller avec les propositions pour l'intérêt général. Parce que si quelqu'un doit y aller avec ses problèmes privés, les députés ne sauront pas. Si vous avez, pour qu'un député passe, il vous souviendra qu'il y en a qui sont passés avec plus de 5000 voix. Donc s'il faut que ces 5000 électeurs viennent lui réclamer
de résoudre leurs problèmes personnels, je crois que ça sera difficile. Il va falloir que même la population au besoin s'organise en équipe, selon pourquoi pas des quartiers, par exemple. Vous allez avec même un petit mémo, vous allez voir le député. Et les députés doivent ouvrir grandement leurs portes. C'est à cette période qu'il est au sein de vos électeurs. Vous pouvez avoir même des intellectuels qui peuvent vous proposer de bonnes choses, qui peuvent même vous amener à, pourquoi pas, proposer des lois. Alors, bien compris, je l'ai annoncé, et c'est par là que nous allons chuter avec cette production. Remise et reprise au gouvernorat du Haut-Katanga, Jacques Yabula et successeur de lui-même. Alors, dites-nous, quels sont les éléments prioritaires pour ce deuxième mandat dans le Haut-Katanga? Merci, je suis personnellement très heureux que Jacques Yabula revienne aux affaires, parce que ça faisait partie de mes prières. Je priais qu'il revienne. Pourquoi qu'il revienne? Pour d'abord, la raison principale, je ne voulais pas à la tête de la province qui est encore quelqu'un qui va prendre beaucoup de temps pour apprendre, pour chercher à comprendre comment la province fonctionne. J'avais besoin que son excellence Jacques Yabula revienne, parce que lui au moins ne va pas apprendre. Il sait là où il s'est arrêté, il sait ce qui allait très bien, il sait ce qui n'a pas marché. Il a entendu ses détracteurs lui demander ou critiquer ce qui n'a pas eu à faire ou ce qui n'a pas eu à bien faire. Donc nous avons à la tête de la province aujourd'hui quelqu'un à qui on ne va pas dire ce qu'il faut faire. Il sait déjà, parce qu'il était déjà aux affaires. Il sait déjà ce qu'il a à faire. Et lorsqu'il entre officiellement en fonction pour démarrer les activités, parce qu'il vous souviendra aussi que lui également doit présenter son gouvernement à l'Assemblée provinciale pour investiture, qui du reste doit aussi aller en vacances parlementaires déjà le 30 juin. Donc probablement c'est cette semaine que le gouvernement provincial doit être complet et présenté à l'Assemblée provinciale. Donc ici, moi je suis confiant quant à la réussite de son excellence Jacques Yabula Katoué. Déjà, qu'est-ce que vous rassure de la réussite? Oui, parce que je vous dis tantôt... Alors, il a réussi. Parce qu'il va réussir. Je suis très confiant de sa réussite, parce que je vous dis tantôt qu'il connaît ce qu'il va faire. Alors, il connaissait déjà, pas d'ailleurs même au premier mandat, il connaissait ce qu'il devrait faire. Non, vous ne direz pas qu'il n'a pas eu à faire. Il a eu à faire quelque chose. Il s'est arrêté à un certain niveau. Pas à la hauteur. Non, le problème c'est que les gens aiment peut-être la quantité au lieu de voir aussi la qualité. C'est quoi la qualité? Lui était plus dans la qualité. La qualité, une réalisation d'une qualité. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voyez, par exemple, les routes que son excellence Jacques Yabula Katoué a eu à construire dans notre province, et notamment dans notre ville de Lubumbashi, c'est des routes quand même différentes des routes qu'il a trouvées. Lorsque vous prenez par exemple la route Kassapa, qui va du Carrefour jusqu'au marché Moïse, c'est une route impeccable. Lorsque vous prenez le chemin, pas le chemin, la chaussée de Kassenga jadis, aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, vous voyez cette chaussée-là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment impeccable. Donc toutes les routes, sans aucune exception, que le gouverneur a construit. Les routes auxquelles vous faites allusion ne se trouvent qu'à Lubumbashi et dans le territoire. Même à Likasi, j'étais là, il y a des routes également impeccables. Donc ici, nous devons nous tranquilliser, nous dire qu'il y a quand même un expérimenté qui est encore une fois revenu à la tête de la province. Est-ce que vous pouvez nous citer deux secteurs qui doivent constituer sa priorité pour ce deuxième mandat? Deux seulement. Deux secteurs qui doivent constituer sa priorité. Non, peut-être je peux y aller dans le cas de suggestion. Moi, je ne sais pas quels sont les secteurs que lui-même d'abord. Maintenant, selon moi, les deux secteurs que je peux proposer à son excellence le gouverneur pour que ça réussite et pour qu'il se concentre au départ déjà sur ça, c'est le secteur de l'alimentation, voyez, et le secteur de sécurité, surtout la lutte contre le banditisme urbain. Donc les deux là, déjà il faut les attaquer. Il faut les attaquer dès le début du mandat. Lorsque nous allons maîtriser. Mais pour l'alimentation, moi l'idée que j'ai n'est pas d'aller chercher la farine en dehors du pays.
C'est pas ça l'idée. Donc il y a rupture qui est industrialisation de la province en termes de production de la farine. Vous allez voir qu'il y aura une solution. Parce que nous avons connu quand même un gouverneur qui on pensait qu'il l'a fait. Déjà on pensait qu'il l'a fait, alors que c'est après son départ qu'on a eu à se rendre compte que c'était ces usines privées de production de farine. On pensait que c'est pour l'État. Je ne peux pas le citer. Alors, ici, nous encourageons son Excellence Jacques Kaboula à industrialiser la province en termes de production de farine. Et la solution sera trouvée. Monsieur Fanuel Senga, je rappelle que vous êtes un analyste politique, un membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous savons que la population qui nous a suivis a eu à aimer cette émission, même si, à mon avis, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais néanmoins, merci beaucoup à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'en appelle à tous les hommes politiques de faire la politique pour l'intérêt de la nation. Merci. Et surtout pour que le peuple soit heureux. Merci bien, Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.